Concrètement, dans cette série, on cherche à prendre du recul sur ce gourou du Bitcoin, puisque tu écris. Donc là, on voit un peu ton côté tranchant. Malgré ce qu'il désire afficher, Saylor n'est pas un ingénieur ou un idéologue, c'est un magicien. Il se sert d'un flou artistique pour créer une sorte d'aura autour de lui, source de son charisme. Tel un numérologue de la Kabbale, il joue avec les chiffres pour stupéfier son public. Tel un alchimiste, il transforme la crédulité des gens en actifs sur le bilan financier de sa société. Et donc c'est une référence au titan Prométhée de la mythologie grecque, qui avait dérobé le feu sacré aux dieux de l'Olympe et l'avait apporté aux hommes. Et donc par ce fait, il avait apporté justement tous les pas seulement le feu, mais tous les arts et toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui, qu'on connaissait en Grèce antique à l'époque. Prométhée a été condamné à subir une torture perpétuelle en étant accroché sur une montagne et Ah ouais, d'accord. de façon à ce que les oiseaux mangent son foie tous les jours. Ouais, ça, il se fait dévorer par les rapaces, là, ouais. Voilà, c'est ça. Il a une conception assez bizarre de la monnaie, qui est assez actuelle, en fait, qui est assez liée à son activité, justement, financière. Et donc, il divise la catégorie monnaie en deux sous-catégories distinctes, qui sont le capital numérique, enfin le capital, et la currency, la monnaie courante. Il avait fait il y a quelques années, il avait participé au Bitcoin Pizza Day, où il a organisé quelque chose, je sais plus, et il vendait des pizzas en dollars, quoi. Alors que justement le principe du Bitcoin Pizza Day, c'est d'acheter des choses en dollars, en Bitcoin. Ouais. Et pas forcément des pizzas d'ailleurs. Bonjour à tous et à toutes, on approche de la fin d'un mois d'août torride et éprouvant pour les bitcoiners et l'on poursuit notre enquête sur le phénomène Michael Saylor. Concrètement, dans cette série, on cherche à prendre du recul sur ce gourou du bitcoin qui, non content d'en avoir accumulé une quantité astronomique, prétend désormais conquérir la finance traditionnelle avec son entreprise Strategy en mode cheval de Troie. Alors, durant les semaines passées, nous avons recueilli les perspectives de Bastien Desteux, Sébastien Gouspillou, Pierre Noisat, Yorick de Montbine, que du beau monde. Chacun d'entre eux s'est exprimé sur Saylor et sur sa pédagogie qu'Anil Patel a compilé dans le livre « Le trésor de Michael Saylor », dont Consensus prévoit la sortie pour le début de l'automne. Alors, pourquoi ce travail d'analyse sur Saylor s'impose-t-il ? Bien parce que son influence, déjà assez gigantesque, ne cesse de s'étendre. Il touche par millions de tout nouveaux publics, des particuliers, des institutionnels, des gens qui témoignaient jusqu'alors peu d'intérêt pour Bitcoin. Et puis, il crée des émules à travers le monde, des Bitcoin Treasury Companies qui marchent dans les pas de Strategy. Et dans ce contexte, il importe de discerner ses intentions, sa stratégie et la cohérence de son message, voir clair sur sa vision pour Bitcoin, évaluer si elle est compatible avec la nôtre. Autre chose, la réussite presque insolente de Saylor, ses difficultés, ses échecs, ses contradictions, tout cela vient alimenter nos interrogations sur la période critique qui s'ouvre à nous, une phase où la surface de contact entre Bitcoin et la finance traditionnelle augmente. C'est une phase de rencontre entre deux logiques apparemment antagonistes. Alors qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Un clash frontal duquel Bitcoin sortira victorieux ? Une émulsion instable, fiat Bitcoin, ou bien la capture et la domestication de ce dernier par le système en place ? Alors, vous le savez bien, j'ai pas la réponse. J'ai pas de boule de cristal. Et autour de moi, je vois quantité de bitcoiners beaucoup plus sophistiqués que moi, y compris parmi les OG, qui partagent des points de vue diamétralement opposés sur le sujet. Donc, difficile de cerner clairement le processus, d'en deviner l'issue à moyen et long terme et le rôle clé qui joue peut-être Michael Saylor. En revanche, ce qui me semble à la fois faisable et opportun, c'est de se faire chacun son propre avis sur la question, idéalement sur la base de multiples perspectives. C'est tout l'objet de ma démarche dans cette série du podcast. Au passage, petite parenthèse, je signale en toute transparence que je n'ai investi dans aucun produit stratégie. Je n'ai pas prévu de le faire à ce stade. Et par ailleurs, je ne suis pas habilité à prodiguer le moindre conseil financier. BTC Touchpoint, c'est de l'éducation, point barre.
Venons-en maintenant à notre invité du jour. Alors le timing lui est plutôt favorable, car comme vous allez le découvrir, il est foncièrement méfiant envers Saylor, lequel passe un mauvais quart d'heure. Ses adversaires de plus en plus virulents critiquent la viabilité à long terme de sa stratégie, critique légitime, car Strategies voit obligé de vendre des quantités importantes de Bitcoin pour protéger son produit phare STRC, dont le cours a sérieusement dévissé. Et à la base, Saylor n'avait pas vraiment prévu d'en vendre, ou en tout cas pas autant. Et puis, on l'entend vanter des produits sur Solana. Et là, pour les bitcoiners maxi, c'est vraiment compliqué. Alors oui, cette hostilité à l'égard de Saylor, elle n'est pas totalement surprenante compte tenu du moment. On est en plein bear market, le cours de Bitcoin est au plus bas, comme le sentiment des bitcoiners. Des épreuves majeures viennent de succéder qui alimentent largement la déprime. Le piratage de Coldcard, de BTC Pay Server, de Bitbox, qui fragilise la garde autonome. Le fork BIP 110, malheureux, qui a divisé la communauté. Et dans ce contexte toxique, où la déprime côtoie la colère, comme à chaque cycle, la foule réclame son héros déchu, sa victime sacrificielle. Mais indépendamment de ce contexte, le business model strategy et l'évolution du discours de Saylor interrogent. Rend-il véritablement service au projet Bitcoin ou n'est-il pas tout simplement en train de le corrompre? Ça, c'est l'idée que défend Ludovic Lars, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bienvenue à toi, Ludovic. Comment vas-tu? Ça va et toi, Jacques? Un plaisir d'être ici. Ça va, écoute, c'est vraiment un très grand plaisir de te recevoir. Comment ça va? Écoute, l'été est certes ensoleillé, certes chaud et bien agréable de ce point de vue-là, parfois un peu torride, comme je le disais, mais c'est aussi un été quand même très mouvementé. Pour les bitcoiners qui avaient peut-être espéré juste arrêter d'y penser, on a été quand même un peu sonné, je trouve, par toute cette série de hacks, de cette actualité assez hyper anxiogène finalement qui nous a touchés, non? Oui, totalement. Le hack de Coldcard, c'est vraiment assez inédit dans son ampleur, quoi. Donc, Et puis BTC Pay Server, je crois comprendre que Bitbox rencontre aussi une difficulté, non, tout récemment là. j'ai pas regardé plus que ça, mais Ok. ça se matérialise pas forcément par des J'espère. vols, donc Ouais, c'est ça. ils trouvent des bugs, mais Ouais. voilà. Et alors toi qui as du recul sur l'histoire de Bitcoin, est-ce que tu es d'accord pour dire, comme le prétendent certains, que finalement ces épreuves sont presque les plus importantes qu'il ait connues? Je pense pas, non. Enfin, chaque période de marché baissier a ses catastrophes, on va dire. Ouais. Et je pense que le bear market, j'étais pas là, hein, mais le bear market de 2014-2015 était plus dur pour les bitcoiners parce que justement il n'y avait pas le recul, rien, et puis il y avait, en tout cas des témoignages que j'en ai, c'était le plus dur, quoi. Après, il y a eu la guerre des blocs, les choses comme ça, donc Ouais. donc voilà, c'est Ouais, en tout cas, je suis vraiment très content de te recevoir sur le podcast, pour la première fois d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est important pour moi dans cette démarche d'analyse de Saylor et de stratégie, de réunir différents points de vue, y compris des points de vue qui sont très critiques comme le tien. Et je te remercie beaucoup pour cela. On en parlera aussi, mais tu t'es bien approprié justement ce livre qu'on va commenter. Donc ça, c'est super aussi. Tu as pris le temps de faire ce travail préliminaire. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, je doute qu'ils soient nombreux à le faire, eh bien, je rappelle tout de même que tu comptes parmi les éducateurs francophones de tout premier rang sur Bitcoin. On te doit un magnifique ouvrage, L'élégance de Bitcoin. ouais, c'est un livre qui est sorti en 2024, il y a 2 ans, mais il est toujours d'actualité, hein, c'est un ouvrage d'approfondissement sur Bitcoin. Ouais, c'est ça. Moi, je considère que bon, il est très complet.
hein. Tu traites de l'histoire, des enjeux, des principes de fonctionnement. Très clairement, c'est l'un des tout meilleurs livres, si ce n'est le meilleur, sur le sujet en langue française. 400 pages. Immense travail de recherche, de documentation, beau travail d'écriture, donc publié chez Consensus Network. Donc, on peut se le procurer sur Amazon, ton bouquin, chez Consensus. Il existe en différents formats, Kindle, brochet, relié. Il est même dispo sur GitHub, non? Le texte est disponible sur le site bitcoinelegance.fr Ok, ouais. pour ceux qui veulent Alors, t'es avoir beaucoup... un aperçu. Ouais, t'es très connu dans l'écosystème pour ce magnifique livre, mais on te doit aussi un site très riche qui s'appelle en fait viresinnumeris.fr, Ouais. donc comprendre la crypto-monnaie, et qui regroupe pas mal de choses hein, finalement là-dedans. Tu peux nous dire deux mots sur ce site que tu continues d'alimenter? C'est mon blog personnel sur lequel je publie des articles que j'ai envie d'écrire sans qu'on me les achète, quoi, parce que Ouais, j'ai publié pas mal d'articles sur d'autres sites euh, dans un contexte pécuniaire, on va dire. d'accord. Et, euh, et donc là, ouais, c'est souvent des articles longs de 3000 mots minimum, Et ça, là, je parfois déroule la plus. liste. Hein, je déroule la liste, c'est Ouais. interminable. Ça Et démarre en 2018, c'est ça? ouais. Ouais, c'est hyper riche. Et donc sur le site récemment, j'ai publié 2 articles sur Michael Saylor justement, enfin sur le Saylorisme plutôt, Ouais, sur sa doctrine, son discours, et j'essaye un peu de me diversifier. J'avais écrit un article sur la technocratie et l'abolition de la monnaie. Euh, je, je, je sais plus, j'ai plus en tête les articles que j'ai publiés, voilà. mais voilà, Alors, enfin, ça parle de crypto-monnaie, de Bitcoin et de monnaie voilà, en général. non, mais on voit vraiment tout ce travail de recherche, d'écriture qui t'anime depuis au moins 2018, où finalement tu partages vraiment le fruit de tes recherches, tes opinions. Hein. Moi, si je voulais qualifier ton travail, c'est la première fois qu'on discute publiquement comme ça et c'est un vrai plaisir. J'ai jamais eu l'occasion vraiment de féliciter ou de louer en fait la qualité de ton travail. Et je le pense vraiment. Je dirais que tu es quelqu'un qui fait un travail réfléchi, précis, rigoureux, hyper documenté, profond, indépendant. Je pense que ton indépendance, c'est quelque chose à souligner. C'est toujours Ouais. très instructif et toujours très pertinent dans les débats. Je vois dans ton travail beaucoup d'intégrité et dans tes échanges, je lis aussi du respect pour les différences, les différents points de vue. Donc, il me semble que tu offres toujours un bon espace pour le débat d'idées. Je trouve ça très sain. Une chose que je ne vais pas oublier de souligner, bien sûr, c'est que tu es quelqu'un qui a aussi un avis tranché sur les choses. Donc, tu as souvent des positions assez claires et tu es rarement finalement dans une forme de compromis. Hein. Tu as un positionnement qui reflète aussi ton attachement à des fondamentaux, une vision, je dirais, assez puriste de ce qu'est Bitcoin, et on y reviendra peut-être, hein, de ce pourquoi il a été conçu à l'origine. Il me semble que ça imprègne un petit peu ta pensée, justement, cet attachement aux fondamentaux, à l'éthique qui entoure Bitcoin à sa naissance et même dans ses racines. Et donc aussi d'une certaine vision de l'homme et du monde à laquelle il renvoie. Alors voilà, je pense que tu as Ouais, une culture politique aussi assez riche qui transparaît pas nécessairement dans tous tes écrits, mais qui vient finalement influencer ce que tu nous partages, quoi. Est-ce que c'est exact? Est-ce que ça oui. te... Oui? Merci déjà du compliment. Oui, dans mes articles, j'essaye d'apporter du sel, justement, enfin de la matière et de pas être trop
consensuel, Lisse. on va dire. Ouais, ça. Et puis, bon, à l'oral, je suis un peu moins tranchant, on va dire. Je sais faire des compromis quand même. Mais c'est vrai que pour moi, l'intérêt d'un article, c'est justement d'offrir un point de vue et d'aller au bout, enfin Ouais. de développer et de vraiment, aller au bout justement de l'argument et pas de dire oh c'est pas si grave en Ouais. fait. Enfin, Bah, il faut l'enjeu, il y a un enjeu énorme sur Bitcoin quand même. ouais, ouais, ouais. C'est la première et peut-être l'unique opportunité qui est donnée à l'homme de véritablement disposer à l'échelle mondiale d'un outil monétaire intègre qui respecte notre travail, bon, un outil de liberté de ouf. Il ne s'agit pas de foirer cette opportunité. Donc l'enjeu, il est immense. Et donc, effectivement, il s'agit d'y voir clair et des avis tranchants comme le tien, de toute façon, qu'on soit d'accord ou non, ils sont bons parce qu'ils alimentent le Ouais. débat. Il y a toujours quelque chose de bon dans ce que les gens apportent. Moi, je me refuse à catégoriser les gens de manière absolument catégorique, tu vois. Je veux dire, il y a chez les gens, il y a toujours de bonnes choses à prendre, mais il faut faire ce travail de discernement comme on essaye de le faire sur Sailor. Il y a des choses où les gens peuvent se tromper, où les intentions sont pas alignées avec celles du projet, etc. En tout cas, aujourd'hui, je t'ai invité pour que tu puisses te lâcher, même si c'est à l'oral. De toute façon, on va faire référence à ce que tu as écrit, donc ce sera difficile de se cacher derrière des mots qui sont quand même assez virulents. Et c'est parti. Donc en fait, effectivement, il y a 2 articles que tu as écrits. Le premier, il s'intitule... alors le premier dans l'ordre, il me semble, voilà, le Ouais. 29 juillet, donc en fait c'est tout récent, et c'est probablement à l'occasion de cette sollicitation de ma part pour participer à ce travail que tu l'as pondu, non? Raconte-nous un peu. Oui, bah du coup j'ai relu le livre et ça a fait que j'ai eu la matière pour produire ces articles-là. Et enfin, ce travail, j'avais pas pu le faire avant parce que j'ai jamais pu écouter Michael Saylor plus que ça, On en reparlera, ouais, c'est parce que intéressant ça. je voyais pas où il voulait en venir forcément, et puis disons, je n'adhérais pas au discours, donc j'ai jamais pu On va y revenir. Donc il y a ce exactement premier me faire article. cerner le personnage, et puis du coup, bah, j'ai fait ce travail-là. Et, Premier article, le 29 juillet, le succès du Saylorisme. Donc, ce mot Saylorisme, je crois que c'est la première fois que je l'entendais. Ça renvoie à un courant de pensée ou c'est ça. Toi, tu parles même de doctrine ou c'est ça? ouais, c'est le discours de Michael Saylor, enfin les éléments idéologiques qui promeut, comme le fait de pas vendre ses bitcoins, mais plutôt d'emprunter en mettant ses bitcoins en garantie, de faire du bitcoin justement une sorte de titre financier capital numérique, ce dont on va Oui, parler en fait. on va Tous les revenir là-dessus. éléments, Donc, il y a ce premier article qui est assez court, donc il ne faut pas s'en c'est un truc. priver. C'est pas mal. En plus, ça retrace un petit peu tout un historique qui est important pour comprendre le contexte du bonhomme, le contexte familial, éducatif. On va revenir là-dessus, c'est intéressant. Et donc, effectivement, tu te nourris quand même pas mal de la matière du livre, de la compilation d'Anil, et c'est sympa parce que tu l'écris en prose, là où finalement bah, la biographie, les éléments de contexte, ils se sont présentés de manière très listée, quoi, donc tu donnes de Ouais, la ouais. vie un petit peu à tout ça. Et puis l'article suivant, qui complète le premier, s'intitule La mystique de Michael Saylor. Donc avec les illustrations qui commencent à nous être assez familières maintenant, fabriquées à l'IA, où effectivement c'est magique, on arrive à faire des trucs de fou. Et là, qui présente Saylor comme un magicien. On va revenir sur cette qualification. Donc voilà, on a ces 2 articles et on va largement reprendre finalement leur contenu aujourd'hui dans notre échange, tout en restant finalement aussi attaché à un commentaire du livre Le Trésor de Saylor.
dont finalement tu t'es vraiment bien approprié, et ça je peux le, je peux le certifier puisque tu as même corrigé mon travail. Et donc, merci beaucoup d'être repassé sur l'ensemble du texte avec Édouard pour sa finalisation. Et voilà. Et ça t'amène aujourd'hui finalement dans des conditions assez optimales pour nous partager tes constats sur Sailor, sur l'épopée stratégie. Et tu as choisi en particulier de t'appuyer, de commenter finalement le chapitre 31 de ce livre que je viens de publier en podcast et qui prend la forme d'une sorte de manifeste autour de 21 règles, les 21 règles du Bitcoin de Michael Saylor. Alors on avait l'embarras du choix, en fait, finalement, par rapport au choix du chapitre ou des chapitres que tu voulais commenter. Assez vite, tu m'as dit, c'est ça qui me branche. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Pour préciser, c'est la retranscription en fait d'une présentation qu'il a faite à la conférence BTC Prague en 2024. Ok. Donc voilà, enfin c'est pas le chapitre se tient en lui-même, c'est à peu près tous les éléments viennent à peu près de la même présentation. Pourquoi j'ai choisi ce chapitre, c'est parce que justement il regroupait pas mal d'éléments de la doctrine saylorienne, on va dire, Ouais. qui m'avait justement interpellé. Et donc, c'était le chapitre sur lequel j'avais pris le plus de notes. Et donc, je trouvais que c'était le chapitre idéal pour commenter un peu. Ouais, ça, il y a plein de marqueurs intéressants, quoi. Et alors, si on commence un petit peu notre discussion autour du bonhomme, déjà, de Michael Saylor, en fait, je crois que dans un de tes articles, je ne sais pas si c'est le premier ou le second, mais tu expliques finalement que toi, jusqu'à il y a très peu de temps, donc jusqu'à l'écriture de ces articles, tu t'étais pas forcément beaucoup intéressé à cette personne. Tu le suivais du coin de l'œil, tu l'écoutais d'une oreille, mais guère plus. Et en fait, je trouve ça intéressant, tu vois, parce que malgré tout, c'est quand même quelqu'un, la majorité des gens ont été quand même assez bluffés par le gars. Rares sont ceux qui sont, comme toi, restés assez insensibles à ce qu'il a apporté. Alors bon, beaucoup de gens ont vu l'audace du bonhomme, la conviction qu'il a mis dans l'acquisition de Bitcoin, aussi sa communication tous azimuts. Hein. Il a fait la tournée des podcasts, je ne sais pas s'il en faisait un par jour, mais c'était un truc un peu de fou. Et puis son style, sa communication assez unique, hein, qu'on va ensuite caractériser. Mais la plupart des gens étaient quand même un peu interpellés et ont voulu creuser un petit peu ou suivre le gars en tout cas. Et toi, au contraire, finalement, tu te dis bah non, en fait, ça m'intéresse pas trop. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as laissé ce gars qui est devenu un petit peu quand même une voix centrale dans l'écosystème? Comment ça se fait que toi, tu as décidé de le laisser de côté En fait, j'ai assisté comme tout le monde en 2020 à son arrivée dans l'écosystème et sa tournée des podcasts chez Peter McCormack ou des gens comme ça. Donc j'ai vu des extraits forcément, mais disons que ce qu'il disait me paraissait pas pas cohérent, mais pas très strict rationnellement, quoi, on va dire. C'était assez diffus, hein, Ok. donc ça m'a jamais, comment dire, bluffé, ça m'a jamais vraiment touché. Et puis aussi le fait que c'était un financier qui disait des choses comme le coup des crypto-anarchistes paranoïaques, qui allait justement à l'encontre de ce que pour moi est Bitcoin. Donc c'est forcément je me disais que je pouvais faire je pouvais faire plus de mon temps, quoi, disons. Ok. J'ai quand même écouté un podcast, hein, un podcast ou deux avec lui. Je crois que j'avais écouté celui avec Lex Fridman en Sur les 10 2022. 000 qu'il a fait, t'en as écouté 2, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Et donc, C'est t'as à peu près loupé ça. toute la série, t'as loupé toute la série Breedlove, Ouais. Sailor que j'ai couvert dans mon podcast. T'as loupé 50 épisodes. Ouais, ouais, mais bon, Tu passes à j'ai- côté de trucs de ouf, dis donc, Ludovic, là, tu te rends pas compte. Parce qu'il y avait mes commentaires derrière. Mais ouais. non, ceci dit, je vois ton point de vue. Si je comprends bien, finalement, assez vite, tu as constaté, tu as jugé que son discours pêchait un petit peu par un manque d'exactitude qui, pour toi, est essentiel. Et c'est une condition sine qua non pour que tu continues à écouter quoi que ce soit ou lire quoi que ce Non, soit. pas forcément, mais c'est juste que j'avais pas. Je le prenais du mauvais côté, on va dire. Ok. Et puis Et on reviendra un petit peu sur cette caractérisation que tu fais de lui, que tu décris comme un financier. C'est intéressant finalement pour moi de comprendre ce que tu mets derrière ce terme et les implications. Et donc finalement là, moi je t'ai invité à apporter ta voix, pas dissonante, mais en tout cas ton regard critique sur le bonhomme, et tu as un petit peu hésité. Hein, ça s'est pas fait immédiatement, et t'as fallu quelques semaines. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à accepter de participer à ce podcast, mais beaucoup plus que ça, finalement, t'engager dans une analyse un petit peu plus structurée du bonhomme, de son histoire, de ce qu'il apporte, de sa trajectoire, de la trajectoire de stratégie. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? euh, ben pour moi, en fait, son discours est dangereux pour Bitcoin. Donc disons, je me dois de prévenir les gens, entre guillemets, de ce du danger qu'il représente, quoi. Et Ok. donc, c'est pour ça que je suis assez vocal là-dessus récemment. Et puis, notamment, bah, par exemple, dans des meet-up ou enfin, quand on rencontre des nouveaux arrivants, je vois que, en fait, le discours de Saylor est mainstream Ouais. et en fait, que les nouveaux arrivants, ils ont entendu que Michael Saylor, ils n'ont pas entendu d'autres Ouais. points de vue. Et ils se font une idée de Bitcoin qui est complètement, enfin, diamétralement opposée à celle, à la vision originelle du projet, quoi. Ouais. Et donc, Ouais. Ouais. c'est pour ça que je m'alarme contre ça. C'est parce que, en fait, si Michael Saylor n'était qu'un influenceur parmi d'autres dans Bitcoin, ce serait pas forcément un problème, parce que voilà, enfin, il y a beaucoup de points de vue sur Bitcoin, mais là, disons, il a su attirer les foules et attirer des gens vers Bitcoin, mais qui du coup n'ont pas idée de ce que c'est Bitcoin. Ils ont même pas fait une transaction on-chain, rien, quoi. Ouais, 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 Donc, c'est ça. Non, mais voilà. c'est vraiment louable. Est-ce que tu décris là à propos de ces euh, nouveaux participants au meet-up qui ont été un peu, on peut le dire, brainwashés, hein, ils se sont fait un lavage de cerveau, c'est l'or. C'est pas le pire lavage du cerveau qui soit, mais c'est très incomplet et il y a sans doute des erreurs et à mon avis c'est assez indispensable de nourrir son esprit et de structurer sa compréhension de Bitcoin sur autre chose que seulement Saylor. Euh, et donc, ouais, je vois tout à fait. Euh, Est-ce que tu voudrais nous partager un petit peu ce que tu as souligné comme fait marquant du contexte de Bitcoin, que ce soit dans son enfance, son contexte familial, les études qu'il a suivies et puis ses expériences professionnelles? Parce que ce que fait le bonhomme, ce qu'il dit, c'est bien sûr le produit de toute cette expérience de vie. C'est un gars qui est assez âgé. Voilà, on peut apprendre des choses sur lui et sur ce qu'il fait à partir de ce contexte. Est-ce que tu peux nous présenter quelques faits marquants que tu as trouvés? Oui, bah, Michael Saylor, c'est un ingénieur de formation. Euh, Enfin, il a fait des études au MIT, il voulait devenir pilote de ligne. Et il s'est intéressé beaucoup à l'histoire des sciences et des choses comme ça. Euh, donc en fait, c'est pas un ingénieur qui a pratiqué, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire du progrès technologique, on va dire. Ouais, Et donc il a fait toute sa carrière là-dessus. Et donc dans les années 90, il a créé MicroStrategy, qui était une boîte d'informatique décisionnelle pour les entreprises, pour les aider à prendre des décisions à partir d'informations concrètes. Enfin, une boîte qui émerge avec Internet, en fait.
Et donc dans les années 2000, enfin en 2000, on a eu la bulle Internet. Et attends, je t'interromps juste sur ce point, parce que je n'ai pas la réponse, mais il est ingénieur en aéronautique, il a acquis les savoirs génériques, on va dire, que tout ingénieur se doit d'apprendre, notamment et ça l'amène à développer une pensée assez systémique, assez rationnelle. Et j'imagine, si tu veux, que dans son travail chez Stratégie, outre le fait que il est le chef d'entreprise, donc il a quantité de décisions à prendre surtout, j'imagine qu'il participe aussi à un moment ou l'autre, peut-être juste au début, mais il participe à l'analyse du problème, à la conception des outils et donc finalement à un travail d'ingénierie informatique pour arriver à la mise sur le marché de produits, quoi. Donc, dire qu'il n'est pas ingénieur, est-ce qu'il exerce finalement, est-ce qu'il met sa formation d'ingénieur et sa pensée rationnelle, systémique au service de stratégie, ou est-ce que c'est juste un gars qui dirige la boîte mais qui s'intéresse pas des aspects techniques, ce qui me semble... Ouais. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire, hein. En fait, moi aussi, je suis ingénieur de formation, Ouais. mais j'ai jamais vraiment pratiqué en dehors de quelques stages et quelques voilà, petits trucs. Parce qu'on Donc, avait eu cet échange avec Pierre Noisa, et lui, il avait vraiment insisté sur le fait que Saylor, c'est un ingénieur, et la bonne chose avec les ingénieurs par opposition aux responsables marketing, c'est qu'ils ont plus de difficultés à raconter du bullshit. Et alors en fait, ce qui est marrant, c'est que je pouvais entendre cela, mais Yorick avait dit à peu près le contraire. Il avait dit, en fait, on ne se souviendra pas de Saylor comme un penseur ou je ne sais quoi, mais surtout comme un très bon marketeur. Voilà. Donc, mais je suis d'accord avec ça. C'est quelqu'un qui a qui a une base d'ingénierie, si tu veux, et donc il va y faire référence en permanence de façon assez pertinente, hein. Enfin, j'ai pas, ouais, je vais- moi, je critique surtout son discours sur Bitcoin, hein. Le reste, j'ai pas trop d'idées. Enfin, sur l'histoire de l'évolution technique ou sur les questions financières, je pense qu'il est assez compétent. Mais pour moi, le cœur de son activité, justement, c'est le marketing, c'est la vente de ses produits. Il est PDG, enfin, c'est lui le CEO ou l'executive chairman, je sais ouais. plus, de MicroStrategy. Mais en tout cas, c'est lui qui doit vendre la chose. Et c'est dans ça qu'il est très bon. Ouais, c'est Euh, ça. et donc, pour revenir justement à la bulle Internet, il était déjà comme ça en fait, parce qu'il y avait un journaliste de gauche qui l'avait attaqué quand MicroStrategy avait dévissé à un moment, parce qu'évidemment quand on monte de façon parabolique, on baisse aussi drastiquement dans la suite. Et il le qualifiait déjà de gourou et d'orateur envoûtant. Donc Ouais. en fait, il a toujours été comme ça. Enfin, il a toujours été comme ça, et c'est sur ça qu'il a fait sa carrière. C'est pas sur sa pratique du code ou je ne sais quoi. Parce que moi, je suis pareil. Enfin, je code pas. Pourtant, je connais assez bien comment ça marche. Je peux lire le code de Bitcoin, Ouais. mais je Oui, suis pas développeur, c'est quoi. pas ce que tu fais tous les jours, quoi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et c'est pas ce qu'on attend de toi, c'est pas de produire des designs, etc., quoi. Ok, moi je suis à fond ok avec toi là-dessus. Je dirais que, outre le fait qu'il est ingénieur de formation et qu'il s'appuie sur ses savoirs pour communiquer des choses et à travers des analogies qui sont parfois assez pertinentes, souvent assez pertinentes, pas toujours, avec leurs limites, c'est aussi quelqu'un d'assez érudit. Tu parlais du fait qu'il avait étudié tout ce qui était révolution scientifique. C'est le cas. Je pense qu'il l'a bien fait. Je pense que ça l'a passionné. Il explique même qu'en fait, sa passion, c'est l'histoire de manière générale, Mm. l'histoire des sciences en particulier. Et donc, quand il puise finalement dans cette culture très riche qu'il a accumulée sur le sujet, c'est passionnant parce que non seulement il a les mots et la manière pour rendre le truc hyper stimulant, mais ça donne de la profondeur, ça donne de la perspective à ce qu'il raconte. En fait, ça nous permet aussi de comprendre l'importance civilisationnelle de Bitcoin, d'inscrire cette découverte
en parallèle ou avec d'autres grandes inventions qui ont changé un petit peu le cours des civilisations. Donc c'est un érudit, c'est aussi quelqu'un qui a une culture, semble-t-il, politique intéressante. Il prétend avoir lu tout Rothbard. On sait qu'il est aussi un lecteur de Ayn Rand et qu'enfant, il a dévoré Heinlein, donc la science-fiction, mais aussi un libertarien. Donc je pense que enfant, plutôt dans son adolescence et ensuite adulte, il a cultivé un goût pour des thèses, on va dire, philosophiques, politiques, qui mettent l'individu au centre. Et tout ça, c'est du savoir quand même assez structuré, non? Oui, enfin, je conteste pas son érudition. Mais effectivement, il a un point de vue très, sinon libertarien, au moins randien sur la réalité. Et ça explique beaucoup de choses chez lui, hein. Ouais, on y reviendra parce que c'est un point important et que j'ai trouvé hyper intéressant dans ton article lorsque tu parles de son prométhéisme. Moi qui suis pas un des énélistes que tu mentionnes, j'ai découvert un petit peu la question, mais c'est passionnant, on va y revenir. Et donc tu dis, c'est pas un ingénieur dans les faits, en fait, il s'appuie sur son savoir, c'est pas un idéologue. Et donc moi effectivement, je te rejoins en disant que même si il a pu euh, peut-être qu'il adhère à des idéologies, hein, peut-être, en tout cas quand on l'écoute Oui, dans il une s'en partie sert. de son... Voilà, il connaît bien, je pense qu'il résonne sur certains courants philosophiques, politiques, le stoïcisme, tout ça. Tu sens que ça l'a imprégné. Après, probablement, effectivement, on ne peut pas le qualifier d'idéologue parce que dans le quotidien, et c'est ce que tu viens de nous dire, c'est un businessman. Donc c'est un gars qui opère dans un contexte politique, culturel, où sa propre idéologie de stoïque, en fait, s'il l'ouvre trop, il va pas passionner les foules, en tout cas pas celles qui visent aujourd'hui. Peut-être qu'il a utilisé, et je pense que c'était sincère de sa part lorsqu'il nous partageait son goût finalement pour ces courants. Lorsqu'il l'a partagé avec les bitcoiners, c'est-à-dire probablement de 2021 à 2023, là, il y avait une forte résonance avec les bitcoiners, et je pense que c'était sincère, en tout cas je veux le croire encore à ce stade, mais avant tout, c'est un businessman et il adopte un discours qui est beaucoup plus finalement dans un compromis, dans une recherche d'efficacité. Voilà, de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas un idéologue. Ouais. Bah oui, pour moi, en fait, il faut pas aborder son discours de façon rationnelle, scientifique ou je ne sais quoi. C'est pas la bonne porte d'entrée, en fait. Son discours, il est très allégorique, spirituel, on va dire. Et donc, l'analyser de cette façon-là, si on veut comprendre sa pensée. Et tu parlais de Prométhée avant, justement, c'est une image qui véhicule toute une philosophie derrière spécifique. Et donc, il va beaucoup se servir d'images comme ça pour justement amener des idées par rapport à Bitcoin qu'il juge être pertinentes. Mais il va pas faire une analyse rationnelle point par point, etc. Il va vraiment se laisser guider par les images et l'oralité du discours, etc., pour captiver la foule. Et effectivement, c'est très captivant. Je crois que je le mentionne dans l'article. Il y a des méditations crypto-méditations sur YouTube. En fait, c'est de la musique. Je sais plus comment ça Ouais, s'appelle. il y a des gens qui ont repris son truc. Ouais. Bon, j'ai Ouais, vu, ça fait 15 vues, hein, c'est pas un mouvement Sailor. C'est juste qu'il y a des gens, si j'ai bien compris, qui oui. sont fascinés par ce qu'il dit, presque indépendamment du sens, parce que comme le disait Yorick, par moment, c'est pas totalement sensé. C'est des images qui viennent imprimer. Il y a peut-être une certaine cohérence. Il y a un pattern qui, boum, qui stimule notre cerveau, notre imagination.
Et crypto-méditation, tu dis, c'est des gens qui ont samplé ça sur de la musique, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, moi, j'étais tombé là-dessus il y a quelques années. Enfin, c'est justement ce qui m'a donné l'idée d'écrire le second article sur la mystique de Sailor. C'est que dans ce contexte, avec de la musique relaxante derrière, en fait, ça avait tout son sens. Parce que je me dis, ah bah voilà, c'est le bon contexte pour écouter Sailor, c'est ça, c'est ses meilleures paroles reprises avec de la musique relaxante derrière qui aide à s'endormir ou à Ah ouais, méditer c'est aussi. ça. Bah, il est à l'origine de même d'une viralité hallucinante, Ouais. quoi. Hein. Et juste avant de creuser un petit peu cette notion de prométhéisme que j'ai trouvé très intéressante, je voulais terminer justement sur cet aspect un peu de magicien, puisque tu écris. Donc là, on voit un peu ton côté tranchant. Malgré ce qu'il désire afficher, Sailor n'est pas un ingénieur ou un idéologue, c'est un magicien. Il se sert d'un flou artistique pour créer une sorte d'aura autour de lui, source de son charisme. Tel un numérologue de la Kabbale, il joue avec les chiffres pour stupéfier son public. Tel un alchimiste, il transforme la crédulité des gens en actifs sur le bilan financier de sa société. Bon, c'est un plaisir de te lire toujours. Et là, bah, tu as les mots qui viennent frapper Sailor. Je trouve ça un peu dur, même très dur, mais je comprends le point de vue. Et alors, ce que je dirais là-dessus, tu vois, encore une fois, si on part de son contexte, j'ai dit tout à l'heure que c'était un fan de science-fiction. Je pense que c'est vraiment un maboule de science-fiction et son discours, effectivement, faut le voir un petit peu, en tout cas, alors peut-être moins quand il s'adresse, non, je pense qu'il est quand même pas mal dans le show, c'est une sorte de show marketing, et c'est très riche, hein, pour un show marketing, c'est assez fantastique, mais ce que j'ai retenu aussi par rapport à la magie, puisque à mon avis, le terme magique, il a sa place pour qualifier le discours de Bitcoin, et lui-même, il revient souvent il reprend cette idée que finalement une technologie qui est suffisamment avancée, elle est perçue comme magique. Et ça, c'est une réalité qu'on a tous expérimentée, tous autant que nous sommes sur Terre en 2026 avec l'intelligence artificielle, et même plutôt les premières transactions qu'on a fait Bitcoin, le nœud, tout ça. Je veux dire, c'est de l'ordre du magique dans le sens où tu prends ça, ok, tu piges le truc rationnellement, mais il y a un truc qui te dépasse. Et donc, lui qui a cette capacité à se projeter dans le temps, il voit dans Bitcoin et dans ce que cette infrastructure va permettre de développer quelque chose qui est de l'ordre du magique. Alors, il surjoue sans doute le truc. Là où d'autres vont être plus factuels et dire bon bah Bitcoin aujourd'hui ça fonctionne comme ça, la fonction des nœuds, voilà comment fonctionne une transaction. Non, lui il a compris que c'est excessivement difficile d'intéresser les gens à Bitcoin, que malgré tous les efforts d'une communauté d'éducateurs bénévoles, on galère finalement pour susciter pour éveiller la curiosité des gens. Et alors lui, il y va franchement en mode roman presque pour Harry Potter, truc à la Harry Potter, quoi. Il part effectivement un peu dans le magique, il puise dans l'histoire et tout, mais il utilise, il y a pas mal d'épisodes que j'ai couverts dans la série Sailor où justement il va chercher dans l'univers des Marvel Heroes, dans la science-fiction, tous ces trucs. Et il y va franchement sans trop se prendre au sérieux, juste en allant chercher des images qui vont à la fois impacter nos sens, qui vont nous interpeller. Et dans cette ère finalement où l'attention span des gens est hyper limité, ça sert son agenda, ça sert la cause. C'est efficace puisque les gens restent complètement... alors pas tout le monde, hein, c'est pas ton cas, mais beaucoup de gens finalement l'écoutent et pratiquement hypnotisés par le gars, quoi. Donc il joue sur cette magie, je pense, pour interpeller l'enfant en nous. Je pense que, je l'ai dit 1000 fois, mais en chacun d'entre nous, idéalement, coexiste l'enfant, l'adolescent, l'adulte. Il s'est adressé à tous les trois, mais son accroche, c'est souvent quand même, alors moins avec les institutionnels aujourd'hui, mais lorsqu'il s'adressait aux particuliers,
très souvent, ça a été à l'enfant qui s'adressait. Ensuite, l'adolescent, il l'a eu quelque part en partageant ses convictions par rapport justement en partageant ses références de stoïques, libertariennes, où finalement il positionne l'individu face dans ce combat historique face au collectif. Je pense qu'il adresse aussi l'adolescent et l'adulte dans une certaine mesure par des analogies qui ont un lien avec le réel. Mais comme tu le dis très bien, je pense que l'adulte, il a presque pour obligation de continuer le travail en creusant à travers d'autres sources qui sont plus exactes, plus dans le concret, plus dans la réalité des faits de ce qu'est Bitcoin, etc. Oui, bah oui, oui. Je suis assez d'accord, même si moi du coup je m'oppose pas mal à cette pratique magique entre guillemets. T'as choisi d'employer le terme d'hypnose. Je pense que c'est assez pertinent parce que le marketing et la propagande en général, c'est une forme d'hypnose en fait. C'est une forme de on va imposer une idée à quelqu'un en prenant des chemins tortueux pour arriver à implanter l'idée dans la tête de quelqu'un pour qu'il achète un produit ou un truc comme ça. Et moi, je m'oppose pas mal à cette méthode, vu même si on peut pas trop s'en défaire dans une certaine mesure. Mais bon. Effectivement, je pense que quand tu es dans le respect de l'autre et dans le souci de l'exactitude, tu te méfies grandement de tous ces artifices ou toute cette rhétorique qui est fort utile, mais qui peut induire les gens en erreur. Donc toute la question, finalement, c'est celle de l'intégrité du bonhomme. Mais tu vois, qu'on qualifie de gourou d'ailleurs, tu vois, c'est important peut-être aussi de revenir sur ce terme. Alors, j'ai pas lu, je sais que tu as écrit des trucs sur Bitcoin, la religion, etc. Ça, je l'ai pas lu, cet article que tu as écrit, mais je sais que tu as creusé un petit peu la question de la religiosité. Alors, je sais pas s'il en est question lorsqu'on parle de Saylor comme gourou, mais le gourou, c'est un terme qui est devenu hyper péjoratif parce qu'il y a quantité de maîtres spirituels qui ont planté leurs followers et qui se sont révélés être d'horribles bonhommes qui tiraient parti de leur ascendant psychologique sur leurs fidèles. Mais à la base, le gourou, c'est comme un sage, c'est pas péjoratif, c'est un gars qui a une certaine hauteur de vue et qui va essayer d'enseigner une forme de sagesse aux gens qui l'entourent. Et alors, tu vois, voilà, dans l'histoire de l'homme, il y a beaucoup de sages qui, pour transmettre des vérités assez abstraites, assez complexes, assez difficiles finalement à décrire de manière logique et rationnelle, ont utilisé les analogies, ou des paraboles, tu vois, par exemple, pour transmettre des vérités de manière très accessible. Donc toute la question, c'est de savoir est-ce que ces paraboles, ces analogies, cette rhétorique, elle sert l'individu? Est-ce que le bonhomme est intègre? Voilà. Ça dépend de l'intention. Voilà, on est d'accord. Et on est complètement d'accord là-dessus. Et donc toi, tu juges que l'intention, finalement, est de corrompre Bitcoin. Donc on va revenir là-dessus. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de cette réflexion que tu as eue sur Saylor et le prométhéisme qu'il incarne. C'est une notion que je connaissais pas bien, mais j'ai trouvé la réflexion très intéressante. Je peux peut-être citer un passage de ton article. Tu dis « La mystique saylorienne semble compliquée par ses circonvolutions, mais elle s'éclaircit une fois qu'on comprend la logique qui la sous-tend. En particulier, elle s'appuie sur un courant philosophique très ancien qui rencontre de plus en plus de succès de nos jours. Ce courant, c'est le prométhéisme, pour lequel la technologie est une force libératrice qui permet aux individus de s'émanciper de leurs conditions. » Et plus loin, tu conclus, mais contrairement à Antonopoulos, Saylor
a son interprétation particulière de la façon dont Bitcoin doit libérer le monde du joug de Zeus. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tout ça, nous expliquer un petit peu toute cette notion et comment tu juges Saylor à travers cette perspective? Oui, oui, bah le promothéisme, en quelques mots, c'est juste l'idée d'utiliser la technique ou la technologie pour se libérer de quelque chose, enfin d'une autorité politique ou autre. Et donc c'est une référence au titan Prométhée de la mythologie grecque qui avait dérobé le feu sacré au dieu de l'Olympe et l'avait apporté aux hommes. Et donc par ce fait, il avait apporté justement pas seulement le feu, mais tous les arts et toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui, qu'on connaissait en Grèce antique à l'époque. Toutes les techniques, les chars, les armes, les choses comme ça, tu vois, enfin la métallurgie, des choses comme ça. Parce Et que donc, Prométhée était convaincu que la technologie en soi était vecteur de progrès c'est bah ça? oui, enfin, j'ai pas lu j'ai pas lu le mythe en entier, donc je sais pas trop Ok. quelles étaient ses intentions. Mais oui, enfin, justement, c'est l'idée, quoi. C'est un bienfait pour l'humanité de ce point de vue-là. En réponse à cet acte, Prométhée a été condamné à subir une torture perpétuelle en étant accroché sur une montagne Ah ouais, d'accord. de façon à ce que les oiseaux mangent son foie tous les jours et Ouais, qu'il se ça, il se fait régénère. dévorer par les rapaces, là, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc c'est cette histoire qui fait que voilà, certains individus, notamment nietzschéens, donc Ayn Rand était nietzschéenne, se rapportent à ce mythe-là pour dire qu'il faut se rebeller contre Zeus. Et, et donc, pour elle, ça va être le dieu chrétien. Mais oui, oui, enfin, il y a toute cette dimension dans la pensée sélorienne qui revient beaucoup. Et notamment, justement, sur Bitcoin, il est convaincu que justement, c'est un apport d'une technique qui va révolutionner le monde de façon gigantesque. Et donc, il voit Satoshi Nakamoto comme Prométhée. C'est Et vrai. donc, il le dit dans plusieurs podcasts, que justement Satoshi est une figure spirituelle équivalente à Prométhée et que il a apporté justement une monnaie parfaite à l'humanité. Donc ça, on retrouve ça dans le chapitre. C'est vrai ça revient souvent. Non seulement l'idée que la technologie va sauver le monde, ou en tout cas va améliorer le quotidien de ses habitants, il répète souvent ce qu'on m'a inculqué, ce que j'ai appris de mes études, c'est que les ingénieurs sont là pour improve life, ou je sais pas, tu vois. Donc lui, il considère qu'il a été formé pour améliorer la vie sur Terre, et c'est très bien. Moi, je trouve ça chouette. Euh, Après, est-ce que toi, ça te pose un problème de caractériser Bitcoin comme une invention comparable au feu, ou en tout cas d'une importance suffisamment telle qu'on fasse référence à ce mythe? Je pense que c'est exagéré, mais néanmoins, je vois vraiment Bitcoin. Bah, c'est pour ça que j'ai écrit un livre dessus, hein. C'est pour ça que C'est pour ça que je me suis t'es impliqué. infecté. Bah ouais, C'est que je pense que Bitcoin est vraiment une bonne chose si on la prend bien, enfin si on l'utilise bien. Bitcoin va justement apporter plus de liberté pour les individus. ouais, En revanche, la vision que Michael Saylor porte, pour moi, c'est pas la bonne vision. Et c'est surtout une vision de numérisation de la monnaie un peu bizarre. Et pour moi, c'est pas forcément une bonne chose, la monnaie numérique. Moi, je suis pas prométhéen, je considère pas que la technique est une bonne chose en soi. Euh, et je vois que l'évolution technique peut nous amener enfin, dans un monde dystopique, technocratique, dans lequel on serait contrôlé, hein. On peut penser à Palantir, euh, aux intelligences artificielles fermées qui permettraient justement
de contrôler un peu tout le monde, de la monnaie numérique de banque centrale, qui serait vraiment une horreur pour la confidentialité des individus. Et donc, je considère que certaines techniques peuvent être bonnes, mais que globalement, que c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je rejoindrais cette idée un peu, ce principe de base qu'on vient d'évoquer, que tout dépend un peu de l'intention, que le développement de technologies très puissantes qui nous permettent individuellement et collectivement d'accomplir des trucs littéralement magiques, c'est potentiellement génial et ça peut nous apporter beaucoup à tous. Mais tout va dépendre de l'intention qui guide l'utilisation de ces technologies. Et concernant la monnaie, tu vois, le fait de retrouver ou de trouver via Bitcoin une monnaie saine pour tous, le simple fait que ce soit une monnaie saine, donc sound money, dont on ne peut pas augmenter euh, euh, comme on le souhaite la masse monétaire, cette monnaie saine, c'est de toute façon un vecteur de progrès dans la mesure où ça valorise le travail de chacun, la créativité, l'ingéniosité de l'homme. Donc je dirais que ce soit digital, numérique ou pas, une monnaie saine, de toute façon, c'est vecteur de civilisation. Et je pense qu'indépendamment de ton attention, de toute façon, globalement, c'est plutôt quelque chose de très positif. Après, la garde autonome, la self-custody, que Michael Saylor, dans une certaine contradiction, aujourd'hui a présenté comme le Graal, comme quelque chose d'assez unique aussi dans l'histoire de l'homme, une forme de propriété ou en tout cas de possession ultime. Pour lui, ça, c'est vraiment, et pour moi, pour toi sans doute aussi, cette possibilité de garde autonome de Bitcoin, c'est également au service de l'individu, dans son combat, comme je disais tout à l'heure, combat historique face à un collectif qui a tendance quand même à être assez oppressif et à vouloir lui piquer ce que l'individu possède. Et donc, Bitcoin conjugue les deux, et donc ça va a priori, ces caractéristiques, même pratiquement indépendamment des intentions de ses utilisateurs, sont vecteurs de progrès économique, de progrès social, de progrès en termes de liberté et d'autonomisation de l'individu. Et là, effectivement, où je pense que il y a une gêne, c'est que finalement, dans ce qu'il fait aujourd'hui, Saylor, il va un petit peu en l'encontre de ces possibilités qu'il offre à l'homme en finalement coupant court à cette désintermédiation monétaire, en mettant les institutions au centre du jeu et en dépossédant ou en tout cas en n'incitant pas les utilisateurs à prendre la possession de Bitcoin. C'est ça ton point, toi, c'est ça? Ouais, ouais, il a une sorte de double discours sur la conservation personnelle, la self-custody. En fait, il dit que c'est la première monnaie dont on peut être vraiment propriétaire et qu'on peut pas nous prendre. Et c'est la proposition de valeur de Bitcoin, donc je suis d'accord avec ça. Mais en parallèle, en acte et en parole, il s'inscrit pas du tout là-dedans. Il conserve ses bitcoins, les bitcoins de son entreprise, en tout cas via un dépositaire qui est probablement Coinbase. Enfin, je sais pas. Ouais. Je sais pas, je sais pas. Pour stratégie ou à titre personnel également? À titre personnel, je sais pas du tout ce qu'il fait, mais ça Moi non plus. m'étonnerait pas qu'il utilise un intermédiaire aussi. Et en parole, il dit que justement les gens qui parlent de l'ordre exécutif 6102, qui interdisait aux Ouais, particuliers américains de détenir de l'or, il qualifie ces gens de cryptonarchistes paranoïaques. paranoïaque. Et justement, il dit que le problème, c'est justement ceux qui veulent garder jalousement leur bitcoin sur leur wallet personnel. Donc il a vraiment un double discours là-dessus. Et Jalousement, il a employé ces termes, jalousement ou pas? non, 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 mais je cite, enfin je, J'ai pas l'impression je paraphrase de mémoire. Je crois que j'ai noté, mais Écoute, par rapport à ça, je sais pas pour prendre sa défense. Euh,
Je pense qu'ils réalisent, comme on le réalise nous tous, je pense aussi, assez rapidement, que la self-custody, la garde autonome de Bitcoin, elle est loin d'être accessible à tous. On a beau s'améliorer en termes de technologie, d'expérience utilisateur, etc. Et on a pu se rendre compte cet été qu'on avait encore pas mal d'améliorations à faire pour que ce soit safe. Mais il n'y a pas que les aspects techniques. C'est difficile d'accès parce que pour se lancer pour prendre la responsabilité de la garde de ton épargne à travers ces méthodes de cryptographie, il faut déjà savoir ce que tu fais, donc il faut un certain niveau d'éducation, ça prend du temps, tout le monde va pas forcément... tu vois, je veux dire, il faut que les gens soient conscients de la responsabilité qu'ils prennent. Quand ils deviennent conscients, ils réalisent quand même la nature et l'intensité du risque. Bon, après, est-ce qu'ils ont envie finalement d'assumer eux-mêmes le risque ou de le déléguer, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on délègue finalement. Donc il y a des raisons techniques, il y a des raisons émotionnelles, et puis il y a des freins institutionnels qui sont de plus en plus nombreux, où en fait effectivement l'État met en place des mesures pour décourager voilà, ces comportements qui sont des comportements de liberté. Donc Bitcoin s'institutionnalise d'une part parce que des institutions voient l'intérêt d'acquérir du Bitcoin, et puis parce qu'il y a des institutions qui vont jouer un rôle d'intermédiaire. Et je sais pas si c'était, et là il faut que tu me dises, mais dans la vision initiale de Bitcoin, bien sûr, il y a la désintermédiation et le peer-to-peer qui sont des conditions nécessaires, indispensables finalement pour préserver l'intégrité de Bitcoin, son potentiel de liberté, etc. Mais il y a d'autres personnes, et ça tu pourras mieux les identifier que moi, qui ont assez vite envisagé le fait qu'il y aurait des institutions, des banques ou des équivalents qui allaient assurer des services dans cet écosystème où tout le monde n'échangerait pas nécessairement en peer-to-peer, quoi. Donc il y a forcément des points de centralisation, quoi. Ouais, c'était l'idée de Alfini qui voulait justement avoir un système en 2 couches avec la chaîne de base qui sert de chaîne de règlement et des banques au-dessus, quoi. Disons. Des banques libres comme Voilà. Et comme ça te paraît problématique ou pas? Oui, oui. Donc toi, tu Bah, veux zéro banque. si les banques restent libres, c'est Ouais. pas problématique, mais dans le monde qu'on connaît, elles ne restent pas libres, justement. Ok, ok. Et la réglementation arrive vite. Mon argument contre ça, bah, je suis d'accord avec toi, hein, la conservation personnelle, c'est assez compliqué, enfin, c'est assez responsabilisant, on va dire. Hyper exigeant, ouais. Pas tant que ça, parce qu'il faut juste comprendre les concepts de base. Enfin, t'as une phrase et elle te permet d'accéder au fond. Et si tu perds ta phrase, t'as plus de fond. Et si on te la vole, on vole tes fonds. Ouais, et puis Et, si tu ça, génères c'est une le principe de phrase, base. si tu utilises un appareil, un Ouais, mais ça, c'est instrument pas qui censé avait arriver normalement. très bonne réputation, et puis tu lui fais confiance pour qu'il te génère ta phrase, et puis que tu te fais bouffer tes trucs pendant que tu es en vacances au bout du monde, ah Ouais, ça, bah, c'est pas censé arriver. ouais. Mais donc voilà, oui, je suis d'accord que oui, c'est plus simple de conserver ça chez un intermédiaire. Mais pour moi, en fait, si on fait ça, c'est la fin de Bitcoin. Si on fait ça, si 90% de l'économie de Bitcoin conserve ses fonds sur des intermédiaires réglementés, bah, qu'est-ce qui empêche la réglementation de changer les règles de Bitcoin? Parce qu'en fait, ça créerait un fork, mais il y aurait 10% de l'économie qui se retrouverait sur une chaîne toute seule, un peu comme les gens du BIP 110 actuellement, qui servirait. Du coup, elle serait beaucoup moins grande et l'essentiel de Bitcoin se ferait complètement corrompre, quoi. Et c'est ça Et le c'est- danger que je vois ouais, à ouais, l'horizon. ouais, je vois bien. Et c'est pour ça que pour moi, il faut qu'il y ait un équilibre entre la conservation personnelle, la conservation sur des plateformes de change ou dans des ETF. Et si tout se fait sur ces plateformes, bah, à terme, en fait, Bitcoin va perdre justement son statut de monnaie parfaite ou monnaie saine
qu'il prétend avoir actuellement. Et donc, en fait, Bitcoin, c'est pas un objet magique. C'est un objet qui repose sur ce que les gens en font, parce que c'est une monnaie, quoi. Son utilité vient du fait que les gens l'acceptent. Et donc, si les gens qui l'acceptent, c'est que des institutions, euh, du coup, les institutions font de Bitcoin ce qu'elles veulent, quoi. Et c'est pour ça, en fait, c'est une monnaie. Je critique la monnaie numérique parce que la monnaie numérique, elle peut facilement être changée, C'est ça. de En- facto. ouais. Mais alors là, c'est là, je pense, où tu pointes du doigt la problématique du déficit d'éducation que les gens ont sur Bitcoin. C'est un travail d'éducation qui doit nous amener à ça et d'expliquer aux gens, bah écoutez, si on prend pas garde à ça, si chacun d'entre nous, ou du moins, effectivement, s'il y a de moins en moins d'échanges libres, des intermédiaires, on court le risque que Bitcoin vive le destin qu'a connu l'or, quoi. Ça, c'est un travail d'éducation. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure il va se faire et dans quelle modalité. On peut imaginer, là, les années à venir, à mon avis, vont être assez critiques dans le sens où on sent que les États sont quand même un petit peu acculés. Le système va chercher à se défendre. Là, je pense que les années à venir vont être compliquées et les citoyens vont ressentir une pression quand même assez liberticide sur eux, sur ce qu'ils communiquent, dans ce qu'ils disent, ce qu'ils écrivent, mais aussi dans leurs échanges et leurs transactions. Et donc, il faut espérer que ces circonstances et le travail des éducateurs sur Bitcoin amènent à des prises de conscience, quoi, sur ce point, non? Ouais, c'est ce que j'essaie de faire Et à alors, mon petit niveau. Et alors donc la question finalement par rapport à cette histoire, c'est de connaître finalement l'intention de Bitcoin. Toi, ce que tu dis, c'est que autoriser ou laisser se développer des points de centralisation dans l'écosystème Bitcoin, c'est problématique parce qu'en fait le free banking avec des banques qui coulent quand elles font des conneries, et qui payent, qui sont responsables finalement des risques qu'elles prennent, ça c'est très bien, mais dans la réalité Ouais. des faits, ces petites institutions, elles vont se faire contrôler et ce monde n'existera pas. Et donc il faut éviter tout point de centralisation. Maintenant, ça c'est ton point de vue. Concernant Saylor, est-ce qu'il se trompe juste dans l'appréciation de ce risque ou est-ce qu'il est véritablement un Fed, comme on l'entend dire, un agent de l'État profond ou quelqu'un qui aurait été acheté et qui est au service, finalement, qui pour servir sa propre ambition, qui est finalement d'exister aussi par ce qu'il va laisser, parce qu'il parle beaucoup quand même de l'héritage qu'il veut laisser. On sent qu'il fait partie d'une génération de gars qui s'est pris la bulle Internet dans la gueule et en fait ils ont galéré derrière. Et là, ils voient tous ces Elon Musk, les Peter Thiel, tous ces gars qui ont des empires. Et lui, il a envie de participer au changement, à l'amélioration du monde, comme il le voit, et il veut le faire à l'échelle. Donc, il est un peu pressé aussi. Est-ce qu'il prend un raccourci? Est-ce qu'il fait une erreur? Ou est-ce qu'il est sciemment, finalement, capturé et au service d'un pouvoir qui se nourrit, qui s'étend par la prédation du système fiat? Pour moi, il est de bonne foi, hein. Tu as parlé d'intention tout à l'heure, c'était peut-être pas le bon mot justement. Pour moi, il est de bonne foi à Il est pas de son malveillant, point de quoi. vue. Ouais, oui, enfin, il va pas faire ça pour couler Bitcoin. Enfin, il est pas là pour ça, quoi. Non, mais Euh, il fait ça au service. Il fait ça. Il participe finalement à la domestication de Bitcoin pour le bénéfice d'un système qui se nourrit de la prédation de l'homme. Ou alors, il a l'espoir que, en faisant ce qu'il fait, il accélère l'adoption de Bitcoin et son imprégnation dans le système fiat à la manière d'un cheval de Troie, et qu'in fine,
le produit de cette imprégnation, ce sera quelque chose qui sera globalement positif, même si ce sera très éloigné de l'idéal cypherpunk de transactions qui sont pratiquement exclusivement en pair à pair, libres, incensurables. Oui, pour moi, il a cet espoir-là de changer de changer le monde justement, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Okay. Et donc pour moi, il est malgré lui au service du système Fiat, assez clairement. Et puis on pourra en parler juste après. Justement, il s'oppose totalement à l'utilisation de Bitcoin comme une monnaie courante. Il veut en faire une énergie numérique ou un capital numérique ou une sorte de titre financier. Ouais, ça je vais partager un petit truc. Attends, c'est ici là, hop. Parce qu'effectivement, il y a tout de même une sacrée dérive qui est douloureuse, qui est honnêtement douloureuse à mon avis pour tous les bitcoiners et donc a fortiori pour les admirateurs de Saylor, et j'en suis un. Quand on voit à quel point, et Yorick de Montbine soulignait vraiment cette dérive, à quel point ça va à l'encontre d'une véritable éducation du public sur la monnaie. Alors ça, tu vois, c'est une slide qu'il a présentée récemment. Nathalie Brunel, qui a invité Saylor et puis son collègue là, ont commenté, où justement elle lui proposait de clarifier un petit peu sa position sur la monnaie. Qu'est-ce qui est de la monnaie, qu'est-ce qui est du capital numérique, etc. Parce que ça devient assez complexe et assez incohérent, je trouve, ou en tout cas, voilà. Donc moi je peux te dire ce que j'en pense, mais peut-être je peux t'écouter t'exprimer sur ce sujet, sur le sujet de la définition de la monnaie, sur le sujet de ce qu'ils voient dans Bitcoin, c'est-à-dire peut-être plus une réserve de valeur qu'un moyen d'échange, tout ça. En fait, il a une conception assez bizarre de la monnaie, qui est assez actuelle en fait, qui est assez liée à son activité justement financière. C'est-à-dire qu'il voit la monnaie comme à la fois un moyen d'échanger et de garder de la valeur. Et pour lui, le meilleur moyen de garder de la valeur, c'est le capital. Donc, il considère le capital comme une sorte de monnaie. Je mets des guillemets parce que pour moi, ça n'en est pas. Et donc, il divise la catégorie monnaie en deux sous-catégories distinctes qui sont le capital numérique, enfin le capital, et la currency, la monnaie courante. On a traduit comme ça dans le livre. Et donc, il voit ça comme deux choses. Et pour lui, justement, Bitcoin n'est qu'un capital numérique, donc quelque chose qui, en fait, permet de conserver son statut dans la société, quoi. Et il rapporte des intérêts au fur et à mesure du temps, etc. Et donc voilà, donc pour lui, Bitcoin est dans une des catégories, mais n'est pas dans l'autre. Et il réserve ça au dollar ou aux monnaies locales, enfin étatiques. Et donc, et ça, c'est fait pour pas, justement, pour ne pas catastropher les régulateurs. Enfin, en tout cas, stratégiquement, ça peut s'expliquer comme ça. Je sais pas s'il le pense comme ça, mais en tout cas, voilà, il dit justement, Bitcoin n'est pas une monnaie courante. Ne vendez pas vos bitcoins, n'utilisez pas dans le commerce. Il avait fait il y a quelques années, il avait participé au Bitcoin Pizza Day, où il avait organisé quelque chose, je sais plus, et il vendait des pizzas en dollars, quoi. Alors que justement le principe du Bitcoin Pizza Day, c'est d'acheter des choses en dollars, en Bitcoin. Ouais. Et pas forcément des pizzas d'ailleurs. Enfin, le premier bien physique acheté en Bitcoin était une pizza, mais et voilà, enfin le principe de cet événement était justement d'acheter quelque chose en Bitcoin pour montrer que ça peut servir à acheter autre chose que du dollar, quoi. C'est ça. Là où d'ores et déjà beaucoup de bitcoiners sur Terre, dans des environnements économiques, culturels très différents, font l'expérience du fait que Bitcoin, c'est pas juste une réserve de valeur avec une
une grande volatilité, mais c'est également, ça peut être un moyen d'échange tout à fait efficace et opportun. Lui, finalement, même s'il a reconnu finalement ce fait, il se dit, moi, mon intérêt finalement, j'ai tous ces bitcoins, je peux encaisser la volatilité, c'est de développer des produits qui vont tirer parti de cette volatilité et répondre à des besoins fiat, on va dire. Dans, et puis, ça va me permettre de respecter le fait. En fait, il travaille véritablement dans un... Il est vraiment au contact du système fiat. Il essaye de le pénétrer et probablement qu'il se dit que s'il veut pouvoir opérer, comme tu dis, sans catastropher les acteurs, il faut rayer de son langage, de son discours, toute mention de Bitcoin comme monnaie, parce que la monnaie, c'est le dollar, c'est la monnaie de cours légale. Même si, tu vois, là, dans cette nouvelle itération de sa typologie de la monnaie, il introduit un nouveau truc, là, SR, STRC, USX Digital Money. Ouais, mais c'est une sorte de stablecoin, si j'ai bien Ouais, compris. mais alors le stablecoin, tu vois, il est à droite, il rapporte pas d'intérêt, tandis que celui-ci, il y a un fixed income. Donc, il introduit finalement une monnaie, ça se rapproche d'un stablecoin. En fait, c'est une vraie monnaie dans le sens où, à l'inverse de la monnaie fiat qui te pompe les gains de productivité de l'humanité, celle-là, elle se dévalue pas parce elle te verse un petit revenu qui compense, qui vient combler, si tu veux, la perte que tu aurais si tu restais. C'est une monnaie qu'ils font pas, quoi, à Ouais, travers mais c'est un peu comme du crédit bancaire, enfin, de l'argent en banque qui rapporte un intérêt, quoi. Ouais, c'est ça. Mais qu'on peut quand même échanger et utiliser comme monnaie, enfin, comme moyen, comme intermédiaire d'échange. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que en commentant cette petite diapo, on lui a demandé finalement de clarifier un petit peu sa définition de la monnaie. Il était assez emmerdé, mais je pense qu'il a dit finalement ce qu'il pense, à savoir, et c'est probablement pas agréable à entendre pour les bitcoiners attachés à l'économie autrichienne, mais en fait, au début, je pense que dans ce qu'il disait, il s'inscrivait pas mal dans une conception assez autrichienne de la monnaie, une monnaie marchandise avec certaines caractéristiques, comme pour l'or, qui font que c'est accepté, que ça fonctionne, quoi, que ça s'impose. Et puis, il s'est rendu compte finalement que ce discours, c'était un discours assez académique, en fait, qui force les gens à revoir leur conception de la monnaie, donc de faire un vrai travail d'éducation sur ce qu'est en vérité la monnaie et ce qui n'est pas la monnaie, finalement, de faire ce travail de discernement sur la saloperie qu'on nous oblige à utiliser au jour le jour. Mais finalement, ce travail d'éducation, il est difficile. Et lui, il me semble, à la fois pour des raisons, on va dire, politiques ou de, tu vois, de pouvoir fonctionner dans ce système fiat, mais aussi pour des raisons pratiques, il prend les gens où ils sont, c'est-à-dire il leur parle dans le cadre du référentiel fiat keynésien, où la monnaie, bah, c'est la devise, c'est la monnaie de cours légale, et Bitcoin, bah, c'est pas de la monnaie, parce que non seulement c'est pas de cours légal, mais ça a une volatilité, etc., etc., etc. En fait, pour moi, la monnaie, c'est un intermédiaire d'échange généralement admis, enfin, même si j'utilise le terme de façon assez large. Et donc, c'est à la fois un moyen de paiement, une réserve de valeur et une unité de compte, quoi. Et donc le Bitcoin en est enfin justement la proposition de valeur centrale de Bitcoin, c'est justement d'être une monnaie comme ça, quoi. En fait, tu peux l'utiliser comme justement uniquement comme réserve de valeur, donc en le gardant, enfin en l'achetant, en le gardant un certain nombre d'années et en l'utilisant, en le revendant plus tard. Tu peux l'utiliser pour faire des échanges et pour bon, l'unité de compte n'est pas l'unité de compte n'est pas là encore, hein. Ouais. Mais bon. Et donc moi, pour moi, c'est ça la conception de la monnaie de Bitcoin. C'est en accord avec la vision autrichienne de la monnaie et justement le fait de qualifier Bitcoin de capital numérique.
Pour moi, c'est complètement, enfin, c'est pas une hérésie, mais c'est complètement C'est incohérent. hyper réducteur, ouais. C'est complètement Euh, réducteur et non, c'est pas réducteur, c'est juste faux en fait, parce que le Bitcoin ne rapporte pas d'intérêt. En fait, Michael Saylor, il présente la chose comme si justement c'était un capital qui rapportait un intérêt par rapport à sa valeur en dollars. Euh, Tu vois, enfin, il ouais. parle là dans le chapitre, il parle de 24% par an en étant conservateur. Donc pour lui, voilà, c'est un truc qui va prendre, qui va prendre de la valeur, du coup, qui va rapporter un intérêt, quoi. Alors que bah non, en fait, Satoshi Nakamoto lui-même l'avait dit que c'était pas il fallait pas comparer ça à des parts ou des actions, mais plutôt à une marchandise, quoi. Enfin, ouais, une commodity. Ok. Donc, En fait, je me rends compte que on a déjà adressé pas mal de règles, hein, parce que on était censé commenter euh, ce chapitre 31, vraiment que je conseille à tout le monde d'écouter. Déjà parce qu'il est très bien lu. C'est Jacques Edouard qui lit ça, c'est super intéressant. Et c'est bien lu. Et comme tu le disais, c'est une forme de manifeste, hein, c'est un speech, ça s'écoute pas mal. Et en fait, on a touché pas mal de points. On a touché pas mal de points concernant la définition de la monnaie, concernant la garde autonome. Tout ça, il en parle et effectivement, on voit que bah, il y a certaines contradictions dans son discours, dans ce qu'il prenait hier et qui finalement ce qu'il encourage aujourd'hui à travers finalement la garde de ces bitcoins institutionnels, quoi. Mais il y a d'autres règles. Alors on peut pas toutes les parcourir, mais il y en avait certaines qui te semblaient intéressantes aussi. Notamment, il y a des règles où il fait ce lien entre Bitcoin, énergie, et puis surtout Bitcoin et chaos. Alors quand on achète effectivement du Bitcoin, on prête son argent au seigneur de l'entropie et au dieu du chaos. Sur quoi parie-t-on? On parie que le chaos surpassera les villes, les entreprises, les pays et les cultures. Qu'est-ce qu'il veut dire là-dedans et en quoi ça te gêne si c'est le cas? bah, en gros, ça fait un peu partie de la mystique justement de Michael Saylor, c'est que il va employer des termes assez poétiques et spirituels pour parler de ça. En fait, pour lui, si j'ai bien compris ce passage, c'est que pour lui, Bitcoin, c'est un système, c'est une structure dissipative qui va justement garder, Une stabilité interne? ouais, c'est ça, qui va se développer, enfin, qui va gagner en ordre, tandis que le reste va tomber dans le désordre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'entropie en thermodynamique. Et Ouais. donc, il va dire que la deuxième loi de la thermodynamique qui dit qu'un système isolé doit voir son entropie augmenter au fur et à mesure du temps. Euh, il dit que ce principe garantit en fait que le Bitcoin va gagner en valeur parce que le désordre dans le monde va augmenter. Ouais, c'est Et, ça. euh, et donc, bah, c'est ça. C'est assez Il imagé. va échapper au désordre Ouais. parce C'est assez qu'il est. imagé. Et pour moi, tu vois, c'est pas de la science parce que c'est pas une garantie scientifique. Mais moi, je comprends ça comme ça. Enfin, j'ai lu le truc, donc je pense que c'est la Ouais. bonne interprétation. C'est comme ça que je le comprends aussi. Oui. Ça sous-entend que finalement, il y a une infinité de risques qui pèsent sur à peu près tout dans le monde et en particulier les institutions Ouais. financières, etc. Et donc qu'elles sont à terme condamnées juste parce qu'elles peuvent pas évoluer non plus et se prémunir de tous ces risques. Alors que Bitcoin, dans la mesure où il continue à fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire de manière décentralisée, etc., d'après lui, il va maintenir sa stabilité et donc vaincre toute opposition. Mais il y a sans doute pas mal de risques, effectivement. Ouais, mais en Euh, fait, lui, il présente ça comme si c'était une nécessité. une inévitabilité, c'est ça? C'est ça, ouais. Une Ouais, nécessité absolue. Et par exemple, la règle 5, dans la règle 5, il parle de Bitcoin comme le seul jeu de casino où on gagne à tous les coups, quoi. Enfin, on est oui, sûr de ouais, gagner ouais, en exact, jeu. ouais. Contrairement aux jeux de casino comme le blackjack ou d'autres où on a une espérance négative.
là, ils présentent Bitcoin comme ayant une espérance positive forcément à long terme. Alors que, enfin, pour moi, il n'y a pas de raison de croire ça. Enfin, C'est ça. Bitcoin peut échouer. Enfin, c'est normal. Enfin, tout peut échouer, quoi. C'est sûr que c'est important d'avoir des voix comme la tienne, particulièrement en bull run, qui viennent Ouais. tempérer un petit peu un enthousiasme débridé et finalement un aveuglement. Il y a des risques. Il y a des risques techniques, il y a des risques de centralisation, euh, il y a, euh, il n'y a pas d'inévitabilité. Et il y a une autre règle qui est un petit peu liée, qui est plutôt que d'écouter les gens qui vous disent n'investissez que ce que vous pouvez perdre, euh, en fait, il inverse la proposition. Il dit non mais en fait, Bitcoin c'est tellement, le succès de Bitcoin est tellement inévitable Ouais. qu'en fait il faut y aller à fond. Vous allez pas. Mais ça va Après, être, ça va être, il va l'utiliser pour dire aux gens d'emprunter de l'argent et d'acheter du Bitcoin avec. ouais, Donc, voilà. pour moi, pour moi, c'est assez irresponsable de faire ça. On C'est peut le clair. faire en s'y prenant de façon très prudente, Non, mais c'est clair. Il y a une mais bon. responsabilité là beaucoup trop importante quand tu déclames des trucs comme ça. Et puis il y avait aussi ce commentaire de Parker Lewis qui s'exprime. Il est assez véhément. Hein. Et par rapport à ce casino où tout le monde gagne tout le temps, ce qu'il explique finalement, c'est que Alors je ne sais pas s'il a tort ou raison. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre toute l'ingénierie financière de stratégie et des différents produits et de comment il va s'y prendre et des conditions requises pour que ça fonctionne. Et je ferai venir des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux pour en parler. Mais ce que Parker Lewis indique, c'est que finalement ça fonctionne tant que les gens sont ignorants de ce qu'est Bitcoin. Finalement, dès que les gens sont suffisamment éduqués et comprennent ce qu'est Bitcoin, ils réalisent peu à peu qu'ils n'ont aucun intérêt à acheter, qu'ils ont beaucoup moins d'intérêt à acheter ces produits dérivés de Bitcoin. Et finalement, l'ingénierie, la cohérence de la stratégie globale de cette entreprise, elle est malmenée à ce moment-là. Alors, bon, à nouveau, c'est un point de vue, à mon avis, qui mérite d'être étudié. Moi, Je- moi, j'ai pas trop d'avis sur la stratégie financière de MicroStrategy ou stratégie maintenant. Euh, je donne pas trop mon avis là-dessus parce que je connais pas en détail. En revanche, je critique les prémices sur lesquelles l'entreprise est basée, quoi. Bah, par exemple, la, L'appréciation, la sorte de rente perpétuelle de Bitcoin, tu vois, ouais. pour moi, c'est pas sûr, quoi. D'ailleurs, à ce C'était propos, le cas par le passé, mais ouais, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur la question, puisque je suis allé au Plan B, comment ça s'appelait? Summer School à Lugano, là, c'était super intéressant. Et parmi les différents intervenants dans les cours qu'on a eus, il y avait ce fameux Giovanni Santostasi, un chercheur, un physicien italien qui travaille justement sur la loi de puissance comme modèle, euh, comme modèle mathématique finalement pour décrire non seulement le développement de Bitcoin, euh, non seulement l'appréciation de son prix, mais aussi sa croissance, la croissance de l'infrastructure en termes de réseau, de puissance, de hash, etc. Et ce Giovanni s'offusque du fait que, en fait, Saylor utilise des chiffres qui semblent coïncider plutôt bien avec cette loi, sans jamais la mentionner. Alors, premièrement, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette loi de puissance. Et peut-être, et après, ton avis sur cette hypothèse que je me fais. Je me dis peut-être que Saylor, il parle pas de cette loi de puissance, peut-être qu'il l'utilise, mais que vu qu'il a raconté à tout le monde que tous vos modèles sont destinés à crever, à s'effondrer, il ne veut pas prendre le risque, effectivement, d'associer sa propre stratégie à une hypothèse de ce modèle qui, comme beaucoup de modèles, on court le risque d'être invalidé, quoi. ouais.
Ouais, c'est intéressant parce que justement, dans une des règles du chapitre, il dit justement que les modèles vont mourir. Voilà. Et lui, il emploie des modèles. Et puis, je sais plus, dans une conférence, il avait parlé, parce qu'il joue avec les chiffres, en fait. Ouais. Il avait dit, dans 21 ans, le prix Ouais, du ouais, ouais, Bitcoin ouais, ouais. sera à 21 millions. Alors là, je suis carrément d'accord avec toi, effectivement. Là, C'est fou. il évite, à mon avis, il simplifie. Et alors là, ça me gêne pas qu'il s'adresse à l'enfant sur pas mal de choses. Mais là, ce qu'on parle de ces modélisations financières et tout, bah, je trouve ça problématique qu'il ait recours à ce genre de tricks, hein, où quelque part on sort des chiffres qui se retiennent bien, qui sont totalement magiques là du coup, ou qui me semblent en tout cas totalement magiques. Et pour réagir par rapport à la loi de puissance, je connais pas du tout hein, le modèle. Moi, je vois vraiment, en fait, je trouve que les modèles comme ça, ils sont voués à justement à échouer. Parce qu'en fait, ce qu'on a connu dans Bitcoin depuis 2009, en fait, c'est la première monétisation de Bitcoin. Donc l'arrivée de nouveaux acteurs de plus en plus gros et riches qui arrivent et qui utilisent le Bitcoin, quoi. Et donc on a des vagues comme ça d'adoption. Et, euh, et ça fait que le prix explose à chaque fois, quoi. Mais on voit que les explosions sont de plus en plus petites en pourcentage. Et pour moi, bah, c'est un phénomène, enfin, c'est un phénomène qui se produit qu'une fois, quoi. Et c'est voué à disparaître parce qu'au bout d'un moment, il y a plus de gens à les chercher. Et donc, il y aura plus que la croissance de l'économie qui pourra faire monter le prix du Bitcoin. Donc, la déflation naturelle dont on parlait tout à l'heure. Et donc pour moi, les modèles, ils sont voués à échouer parce à un moment, on va se stabiliser. Et puis, il peut y avoir des perturbations. En fait, les sailors et compagnie peuvent se dire, oh non, ça sert à rien, on quitte Bitcoin. Et du coup, on va se stabiliser à un point plus bas, quoi. Alors Donc, c'est assez marrant justement, c'est assez marrant. Je vais aller chercher le bouquin en question. Le bouquin en question là, sur lequel finalement qui a inspiré ce gars là, Giovanni Santostasi, là, ça s'appelle Scale de mm, Geoffrey West. Euh, je mettrai un lien pour ceux qui veulent creuser un peu. Je prétends pas du tout que ce soit la réalité de ce qui se passe, mais je trouve ça hyper convaincant par contre, puisque ça décrit la manière, le passage à l'échelle, les dynamiques de croissance de systèmes biologiques, mais aussi de réseaux, de villes, de pas mal de choses qui existent sur Terre et qui, à la différence d'entreprises qui finissent par s'éteindre, là, ça décrit la croissance continue de systèmes résilients, quoi. Et alors, et je crois que c'est le cas de l'Internet et des choses comme ça, bon, à vérifier. Et alors, ce qui est effectivement assez gênant, et là où je partage finalement tes doutes quant à l'utilisation de ces modèles et sur leur validité, leur utilité dans le temps, bah, c'est que finalement, ce genre de courbe et tout, ça imprime, ça suggère une certaine forme de déterminisme. Là où toi, tu vois effectivement la faillibilité de tel homme, de telle institution voilà, qui pourrait, qui devrait influer sur le cours des choses, quoi. bah, disons, je suis pas hostile au fait qu'il y ait des dynamiques sociales, politiques, etc., qui font que un phénomène est pas inévitable, mais assez probable, on va dire. Et donc, je m'oppose pas à l'utilisation de modèles, hein. Moi, j'en utilise moi-même. Pas pour le prix du Bitcoin, hein, mais pour d'autres choses. Mais juste que je mets juste en valeur le fait que bah, on n'a pas, enfin, on sait pas trop qu'en fait comment, enfin, Bitcoin est assez jeune et on n'a pas trop d'occurrences précédentes de cas, enfin d'adoption de ce type-là monétaire et, Oui, qui s'oppose qui s'oppose au pouvoir en place parce que tu vois, enfin, les innovations techniques précédentes, elles étaient pas hostiles au pouvoir en place. Là, tu vois, c'est le cas, c'est une révolution monétaire, donc tu vas priver en fait l'État
l'État central de sa possibilité d'imprimer de l'argent pour prélever de la valeur. Après, ouais, c'est Donc, ça. Après, les États, c'est vrai que c'est pas des monolithes. non, euh, non. et que tu peux avoir des individus qui sont au service de l'État, qui voient qui voient l'intérêt de Bitcoin pour eux, et donc ça peut se fragmenter finalement. À partir du moment où l'objet, ou cette monnaie en l'occurrence, elle est tellement bénéfique à l'homme en général, eh ben, si tu as des États qui, sur la question monétaire, finalement, sont pas au service de l'homme, ou en tout cas proposent ou imposent un truc qui est largement inférieur à ce qui se présente, peut-être que inévitablement, comme une vague, l'État dans son ensemble se fait balayer parce que en son sein, il y a des individus, des départements, des ministres qui se disent bah moi, le ministère de l'énergie, vous êtes bien gentil avec votre histoire de legal tender, etc. Mais moi, le Bitcoin, j'en ai besoin pour stabiliser mes réseaux. Tu vois, le ministère de l'Agriculture va dire on a dégoté un Nicolas Cantu qui est en train de mettre en place plein de solutions pour valoriser notre travail en agriculture en utilisant du minage. Donc il faut qu'on ait le Bitcoin. Donc tu vois, là, attends, je voyais encore, c'était Daniel Batten hier qui postait un truc sur X qui disait, voilà cette journaliste qui, pendant des années, s'opposait vivement à Bitcoin sur toutes les questions de développement durable, etc. Et la voilà qui est enchantée et qui loue les vertus de Bitcoin pour l'énergie, l'environnement, etc. Alors, même si elle se positionne encore dans un cadre carbone machin, tu sais, réduction de carbone, empreinte carbone. Mais c'est justement pour signaler que ça et là, irrésistiblement, la supériorité de Bitcoin, son utilité, le fait qu'elle est quand même beaucoup plus en phase avec des dynamiques, des règles physiques, cosmiques, je me risquerais à dire. Et là, tu vas me dire, mais attends, là, Jacques, tu t'emploies un truc. Bon, c'est le même genre de mot, mais on sent qu'on est quand même. Tu vois, quand il prend ces repères thermodynamiques, on sent bien quand même qu'on a une monnaie qui permet aux hommes de. Voilà, qui sert. Qui va pas exploser en vol, quoi. Tu vois, elle est faite pour pas exploser en vol. Bref. Tout ça pour dire euh, qu'il peut y avoir une certaine forme de déterminisme. En tout cas, c'est ce que suggère ce bouquin et ces modèles. Et Saylor, en tout cas, s'appuie sur une forme de déterminisme, d'appréciation de la valeur du Bitcoin pour garantir finalement la viabilité de son projet, non? Oui, oui, bah, il le répète à de nombreuses reprises. Voilà. Et tout ça nous amène un peu à la règle 3, qui mentionne justement que le Bitcoin est un virus monétaire Voilà, on peut et terminer avec idéologique. ça, c'est une très bonne idée. Donc moi, ça me fait penser justement à cette théorie selon laquelle Bitcoin serait un cheval de Troie, quoi. Euh, que, que justement, il infecterait le système fiat en étant adopté par les financiers. Et bon, pour moi, c'est pas le cas, hein. Tu t'en doutes. Pour moi, c'est plutôt l'inverse, parce que je vois vraiment justement le discours de Saylor comme une contamination de Bitcoin et in fine, si on ne fait rien, une complète neutralisation de la chose. Mhm. Ça veut pas dire que Bitcoin cesse d'exister en tant que unité de compte ou titre financier en fait, mais c'est juste voilà, on pourra plus l'utiliser comme on le fait maintenant. Ouais, je vois, ouais. Et pour moi, c'est plus ça, quoi. Et puis j'avais écrit un article sur cet aspect du cheval de Troie. Il y a aussi, ça concernait Tether, donc le stablecoin. Et pour moi, le vrai cheval de Troie, en fait, c'était Tether, quoi. Parce que c'était là, justement l'introduction d'un dollar numérique via tout cet engouement autour de Bitcoin et des crypto-monnaies. Euh, et du coup, de la progression vers une monnaie numérique centralisée et contrôlée par un acteur central, quoi. Ouais. Donc avec de la censure qu'on voit déjà,
et de l'inflation, évidemment. Et en Après, fait, les Iraniens, là, les Iraniens, ils se sont fait censurer. Il y a des transactions iraniennes qui se sont fait censurer, là, des transactions en Tether. Donc, je pense qu'il y a quand même, parmi les grandes puissances qui sont en train de se réorganiser, les nations sont assez attentives aux monnaies qui vont leur permettre d'échanger librement. Donc, voilà, ils ont quand même révélé les limites de cette monnaie qui peut se faire censurer comme on censure une transaction sur Swift, quoi. Ah ouais, Après, non, mais totalement. bon, donc ce que je comprends, c'est que finalement, toi, t'as pas tellement de doutes sur l'adoption croissante de Bitcoin dans le monde. Donc, son passage à l'échelle pour toi, c'est pas garanti parce que tu peux pas garantir. T'as la sagesse de dire, écoutez, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas d'inévitabilité, et ça dépend. Mais ce que tu entrevois comme risque, et tu penses que Saylor participe à ce risque, c'est que finalement, par l'adoption de Bitcoin par les institutions, le projet Bitcoin soit contraint à des compromis qui entraînent une forme de domestication, où à la fois le message, le virus idéologique qu'il contient ou qu'il porte, va se trouver dilué. On pourrait peut-être faire la comparaison entre le christianisme qui, lorsqu'il a été amené lors des premiers siècles à s'intégrer dans le pouvoir romain, en fait, peut-être pour sa survie, je ne sais pas exactement quelles étaient les circonstances, mais c'est devenu finalement une force politique ou c'est devenu une religion d'État. Eh bien, il y a une partie de la radicalité du christianisme qui a sans doute été perdue. Euh, et, euh, et peut-être aussi, dans ce processus de domestication, il est possible que la vision de l'utilisation idéale de Bitcoin, avec toute la liberté qu'elle procure, eh bien, elle soit brouillée, un peu à l'instar, si tu veux, de ce qui a pu se passer avec l'imprimerie de Gutenberg, où finalement, chacun pouvait se construire, pouvait utiliser sa propre imprimerie et disséminer un savoir librement. Donc il y avait un vecteur de liberté assez important à travers cette technologie. Et effectivement, dans un premier temps, j'avais fait un comparatif justement entre Bitcoin et l'imprimerie de Gutenberg. Après que le pouvoir ait identifié la menace que l'imprimerie représentait pour eux, les copistes, par exemple, voyaient qu'ils allaient perdre leur monopole, les souverains voyaient qu'ils allaient avoir du mal à juguler les vagues de critiques tu vois, si faciles à disséminer, etc. Une fois qu'ils ont pris conscience de ça, ils ont finalement pris le contrôle de cette technologie. Et puis, les guildes ou plutôt les copistes ont été remplacés par des guildes d'imprimeurs qui pouvaient être en relation, qui étaient plus facilement contrôlables aussi par le pouvoir. L'État a utilisé l'imprimerie pour intensifier l'efficacité de sa propagande, etc. Et donc finalement, le pouvoir en place, se sentant menacé, finit par absorber la menace, la domestiquer et peut s'en servir. Alors, objectivement ou globalement, sur le bilan global est plutôt positif parce qu'on gagne en liberté d'expression, on gagne en alphabétisation, on gagne en plein de trucs. Mais le potentiel initial de la techno est que partiellement exploité parce qu'il a été sa viralité, sa puissance est domestiquée. On se rejoint là-dessus? Oui, on peut faire le même constat pour Internet. Hein. Ouais. Internet, au début, ça a été beaucoup utilisé justement à des fins de liberté. On avait les cypherpunks qui justement rêvaient d'un monde justement de chiffrement sur Internet et de choses comme ça. Et on voit le résultat aujourd'hui où, disons, une bonne partie de la population passe exclusivement par des réseaux sociaux centralisés
Et voilà, en fait, c'est tout. Sur, Ouais, sur son téléphone, en plus, quoi. c'est ça. Et donc, on n'a même plus l'utilisation du web enfin, du web comme on le concevait à l'époque, quoi. On est vraiment, ouais, c'est ce qu'on appelle le web 2.0. Et donc, on voit que Internet, ça risque surtout d'être un outil de surveillance. Et ça l'est déjà techniquement avec les données personnelles qui sont enregistrées un peu partout et qui sont hackées. Et que, en fait, peut-être qu'on gagne pas au change, quoi. Ouais. Euh, Enfin, de toute façon, Internet existe, donc on peut débattre 1000 ans là-dessus. Il est là, donc faut s'adapter forcément. Mm. Mais ouais, enfin, c'est pas. On aboutit à cette même conclusion toujours et encore que finalement, ce qui est important, ce qui est prioritaire, c'est cet effort d'éducation qui permet au plus grand nombre de mesurer l'opportunité qui se présente à nous à travers Bitcoin pour qu'on soit de plus en plus nombreux à l'utiliser euh, comme, comme ça a été, du moins, selon la vision initiale, c'est-à-dire le plus possible de pair à pair, ou en tout cas exercer cette optionnalité pour bien signaler aux autres acteurs qui seraient tentés de le centraliser, que de toute façon, il y a encore la possibilité, il y a des gens qui sont prêts à... Il y a des gens qui veulent conserver cette liberté de transaction, quoi. Ouais, et puis c'est le cas avec Internet. Ouais. Enfin, tu peux avoir ton serveur chez toi et héberger un site, quoi. Mais c'est juste que voilà, niveau visibilité, c'est pas le mieux. Ok. Eh ben, Ludovic, j'étais vraiment très content qu'on puisse avoir cet échange. Il était aussi nourri que je l'espérais. Et je serais vraiment ravi de te croiser dans les mois à venir, si on en a l'occasion. Peut-être pour terminer, tu as envie de nous partager une partie de ton actualité ou est-ce que tu as des messages à faire passer là? Le message, je l'ai fait passer, hein. C'est utiliser Bitcoin en le conservant de manière personnelle et confidentielle. Donc, voilà, comme ça a été pensé initialement, et pas en ayant du Bitcoin sur un ETF ou du MSTR, quoi. Mm, Euh, Mon actualité, j'en ai pas beaucoup en ce moment. Si, j'ai ouvert, en parallèle de mon blog, dont on a parlé au début, ouais, j'ai ouvert une newsletter, un Substack, sur lequel je poste des articles qui sont un peu différents, ok, que je poste pas forcément sur le blog. Enfin, des fois, je mets les deux. ouais, Et du coup, vous pouvez aller voir, c'est preuvedetravail.substack.com, ok. preuve au pluriel. Et, Ça va apparaître, enfin, ça voilà, va vous pouvez, apparaître sur l'écran là, ouais. ouais, vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, Lugaxker sur Twitter. Ouais. Et puis le point de départ, c'est ça, quoi. En fait, c'est Et c'est ce oui, magnifique bouquin. Je souligne l'épaisseur du truc. Et vous voyez, je vous ai lu quelques extraits des articles de Ludovic. Il a une belle plume. Et là, c'est pas juste pour la beauté. Alors, c'est l'élégance de Bitcoin, donc il a fait quelque chose de beau aussi. Mais en fait, c'est précis, c'est exact, c'est hyper ouais. instructif. C'est un bouquin que tout Bitcoiner se doit d'avoir chez lui. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment un bouquin à voir. Voilà, et ben écoute Ludovic, merci encore. Je te souhaite une excellente fin d'été et puis à très bientôt. Ouais. Merci Allez, Jacques ciao. de m'avoir été. Bye Salut. bye.